Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Et oui, les amis, j'ai réinstallé Pro Tools après probablement plus de 5 ans sans l'avoir sur mon système. J'ai fait une session d'enregistrement dernièrement en studio qui, évidemment, là, avait Pro Tools. Puis je trouvais ça plus simple de transférer toutes les sessions avec tous les fichiers pour faire le ménage parce que j'avais du comping à faire au lieu là, de faire de la gestion là, de fichiers puis de reconstruire en audio puis refaire le comping. Bref, c'est beaucoup plus simple. Là, fait que je me suis abonné au Pro Tools le moins cher. Puis dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai redécouvert, de ce que je trouvais intéressant de Pro Tools. Quelques fonctions que j'avais un peu oubliées qui existaient dans Pro Tools. Fait qu'on va donner un peu de love à Pro Tools. Spoiler alerte, là, je vais rester quand même là, avec Cubase. Je pense que tous les logiciels vont avoir leurs forces et leurs faiblesses. Puis ultimement, justement, il y a quelques éléments qui vont diriger là, notre choix. Fait que premièrement, là, Pro Tools, une des choses que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est, puis que j'avais oublié, c'est le multitool. Le multitool, je trouve ça quand même pratique, même si on a un peu un équivalent avec Cubase, avec le pointeur, qu'on peut quand même faire plusieurs choses. Le multitool, si on est dans le haut de la piste, on peut sélectionner. Dans le bas, on a la main, on peut déplacer. Et aux extrémités, on va avoir... Puis là, vous voyez, là, déjà, les problèmes commencent avec Pro Tools. Les shortcuts ne fonctionnent pas super bien. Fait que là, j'essaie de donner du love. Puis là, tout de suite, je suis obligé. Mes shortcuts ne fonctionnent pas sur Pro Tools. On va y revenir sur dans quelques instants. Puis bref, au bout, on peut trimer comme ça. Fait que ça, le multitool, très, très cool. Une chose qui m'a été super utile... dans une des chansons qu'on a enregistrées, c'était pas la bonne tonalité pour la chanteuse. Puis je pensais pas être capable de le faire sans complètement dégrader, mais j'ai pu changer la tonalité de 3 demi-tons. J'ai monté de 3 demi-tons des violons, du oud, du canon. Les guitares distorsionnées, ça sonnait pas très bien. Et ça, j'ai fait ça avec la fonction Xform. Xform, dans le fond, c'est un algorithme, je pense, qui a été développé par Isotope. Puis on peut changer la tonalité et ça prend quand même beaucoup de temps à processer, mais cet outil-là, pour changer le pitch des pistes, c'est un des outils, je trouve, qui sonne le mieux de ce que moi, j'en connais. Là, c'est sûr qu'il y en a probablement d'autres qui sonnent mieux que ça, mais lui, je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. Ça fait longtemps qu'il est sur le marché et les outils de pitch shift de Cubase sonnent pas vraiment bien. Ça scrape vraiment rapidement l'audio. Le Xform, à l'époque, prenait des heures à processer. Ça prend encore beaucoup de temps parce que c'est pas un outil que là, je vais pitch shifter tout de suite, je vais entendre l'effet. Le Pro Tools doit processer ça en background. Ça prend quand même un certain temps, mais c'est pas la fin du monde. Et ça m'a permis de changer, à ma grande surprise, là, la tonalité de chanson. On a dû refaire quand même les guitares électriques parce que les guitares distorsionnées pitch shiftées, ça sonnait pas très, très bien. Évidemment, la batterie, pas besoin de la pitch shifter. On a refait les voix par la suite avec la nouvelle tonalité. On n'a pas pitch shifté les voix qu'on avait là, à l'origine, puis on va refaire la base. Fait que pour certains instruments acoustiques, étonnamment, c'est assez étonnant. Là. Puis on peut évidemment aussi faire du time compression, expansion, et ça fonctionne très bien. Une chose que j'ai essayé de faire, qui est de quantiser la batterie avec le Beat Detective. Puis ça, là, je me suis rendu compte que les fonctions de Cubase pour ça fonctionnent vraiment mieux parce qu'on peut établir des priorités. Par exemple, pour une batterie, dans Cubase, je peux dire base-toi surtout sur le kick puis la caisse claire pour faire ton quantize. Oublie les autres éléments comme le hi-hat, par exemple, ou les cymbales. Fait que ça, je trouve ça vraiment pratique quand vient le temps de quantiser la batterie. Fait que ça, je me suis pas ennuyé là, du Beat Detective. Ensuite de ça, là, une des choses que je trouve vraiment irritante sur Pro Tools, puis là, c'est un peu, là, je passe un peu du coq à l'âne, là. C'est juste pour vous donner encore une fois mes impressions, là, vraiment, là, suite à la réinstallation. Mais je sais pas si c'est mon système Windows, mais il y a très souvent mes shortcuts avec contrôle ne fonctionnent pas. Puis à un moment donné, ils reviennent, ils fonctionnent. Comme là, si je fais contrôle égal pour passer de la fenêtre d'édition à la fenêtre de mix, ça ne fonctionne pas. Je suis obligé d'aller dans les menus et là, ça fonctionne. Puis à un moment donné, pour une raison obscure, pouf, ça revient. Fait que ça, je sais pas si c'est l'intégration avec Windows, si c'est mon système, si j'ai d'autres fonctions qui rentrent en conflit. Je ne sais pas. Mais bref, c'est un irritant qui fait que
Ça donne pas le goût de retourner sur Pro Tools. Une chose intéressante, je trouve, dans le mixeur de Pro Tools, c'est les fonctions où que là, je suis obligé de faire bailler de la souris hein, pour exprimer les points. Mais c'est la possibilité d'avoir justement la réduction. Il y a beaucoup de plugins qui, disons, si j'ai un compresseur, ici, ben là, j'ai le visuel de la compression directement sur la piste. Ça, c'est un petit détail que je trouve vraiment intéressant. Sinon, ben, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir zoomer in les pistes dans le mixeur puis les élargir, les compresser. Ça, c'est des fonctions qui, dans Cubase, que je trouve vraiment intéressantes. Une chose, évidemment, qui a toujours été un point fort de Pro Tools, c'est le low latency monitoring. La possibilité, si par exemple vous enregistrez une voix, d'avoir votre monitoring, votre retour de votre voix via le logiciel sans avoir de délai, sans avoir de latence. Ça, je trouve dans le workflow, moi, ça m'a pris un temps avant de m'habituer à aller dans le Total Mix, faire mon volume de voix, après ça, gérer le volume de l'ensemble du logiciel, puis de faire l'aller-retour. Ça m'a pris un temps avant de m'habituer, mais une fois que c'est fait, c'est sûr que les fonctions comme, disons, le Total Mix nous permet d'avoir de la réverbération, de la compression, de l'égalisation uniquement pour le monitoring. Fait que ça, je trouve ça quand même pratique. Mais dans le workflow, le fait d'avoir le monitoring dans le logiciel, moi, c'est quelque chose dont je me suis beaucoup ennuyé quand j'avais laissé tomber Pro Tools. Puis, en gros, hein, c'est pas mal ça. Les systèmes de playlist, je trouve ça intéressant pour l'édition de la batterie, assez convivial. On a quand même l'équivalent dans Cubase, mais je trouve que quand vient le temps d'éditer un multitrack puis de comper un multitrack, Cubase est un petit peu moins friendly user, mais ça fonctionne quand même de façon relativement similaire. Mais là où je pense que Pro Tools a perdu beaucoup de monde, c'est vraiment à un moment donné dans le pricing. Hein. Comme là, vous voyez, moi, j'ai le Pro Tools Artist qui est limité, encore une fois, à 32 pistes, qui est vraiment ridicule en termes de nombre de pistes. Mensuellement, c'est 10 $ américains, 10 $ US. Puis annuellement 100 $. Puis la version, si je voulais vraiment utiliser Pro Tools, je n'aurais pas le choix d'y aller pour le Pro Tools Studio, qui en dollars canadiens donne 380 quelques dollars. C'est 300 $ US. C'est quand même salé, hein, je veux dire. À peu près n'importe quel logiciel, en dedans d'un an ou deux, on a absorbé le coût d'achat. Même si on prend, disons, Cubase Pro, qui est comme à 500-600 $. Je pense, je me souviens plus, il est rendu à combien, mais bref, on absorbe quand même rapidement les coûts d'achat. Fait avec le modèle comme ça justement de paiement mensuel. Et puis là, moi, j'ai pas trouvé de buy-out. À mon souvenir, on avait une possibilité pour acheter à l'année et je n'ai pas retrouvé cette possibilité-là là, de pouvoir acheter en une seule fois le logiciel. Probablement que c'est peut-être caché à quelque part. C'est sûr qu'eux autres, ils veulent que les gens, encore une fois, louent le logiciel parce qu'ils font beaucoup plus d'argent comme ça. Mais encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas rien de si particulier qui fait que ça vaut la peine ultimement d'aller avec Pro Tools. Puis là, j'ai un élément perturbateur, excusez-moi. Je vais continuer la vidéo avec Chaton qui se promène dans mes rack mounts. Ultimement, je pense qu'on peut vraiment faire la même chose avec tous les logiciels. Moi, encore une fois, je suis pas. Je trouve qu'il y a beaucoup, des fois, un côté un peu culte avec les logiciels. Au bout du compte, c'est des outils, puis on peut vraiment passer d'un outil à l'autre. Ça a assez peu d'importance. Ce qui va, à mon avis, vraiment diriger notre choix d'un logiciel ou l'autre, ben, de un, évidemment, le coût, hein, parce qu'on a des budgets différents. Il y a des logiciels qui sont beaucoup plus abordables que d'autres. Les fonctions, l'ergonomie, les outils aussi intégrés. Hein, si jamais vous voulez faire de la composition, des logiciels comme Logic vont avoir beaucoup d'instruments d'intégrer, beaucoup d'outils. Ça peut être vraiment intéressant. Est-ce que vous utilisez aussi les surfaces de contrôle? Parce que ce ne sont pas toutes les surfaces de contrôle qui sont aussi bien intégrées d'un logiciel à l'autre. Hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont passé à Cubase parce que Cubase intégrait beaucoup
beaucoup mieux certaines surfaces de contrôle, dont les faders Mackie. Fait que ça fait une grosse différence des fois dans le workflow, ce qui va faire qu'on va aller d'un logiciel à l'autre. Et puis, des fois, juste des questions vraiment très de base comme le look, l'ergonomie. Faut que ça soit inspirant, faut qu'on ait le goût de travailler dans un logiciel. Hein. Moi, d'ailleurs, si jamais vous voulez connaître toutes les raisons pour lesquelles je suis passé à Cubase, je vais vous mettre le lien, là, je vais mettre une vidéo ici là, sur le côté, là, vers la fin, d'une vidéo que j'ai faite là, v'là 4 ans qui explique pourquoi je suis passé de Pro Tools à Cubase. Puis clairement, il y a encore plein de fonctions que je ne retrouve pas sur Pro Tools qui font que je vais rester vraiment à Cubase. Cela dit, je ne serais pas du tout inintéressé à explorer d'autres logiciels dans le futur. Il y a plein de logiciels super intéressants qui ont des fonctions différentes. C'est sûr qu'il y a toujours un temps de prise en main et de s'habituer à un logiciel, mais ultimement, il y a tellement de tutos sur YouTube. Vous pouvez acheter des formations, acheter des cours, puis faire à ce moment-là un petit mois ou 2 intensif de formation, puis après ça, vous êtes bon pour longtemps. Moi, Cubase, ça m'a pris 2 semaines avec des formations vidéo fournies par Steinberg pour vraiment m'habituer à Cubase. Puis après ça, j'étais habitué, j'avais pas de problème avec Cubase. Je découvre encore, par contre, aujourd'hui, même à ce jour, là, après des années, je découvre encore des fonctions sur Cubase parce que c'est un gros logiciel puis il y a beaucoup de fonctions. Mais ultimement, la prise en main d'un logiciel peut se faire quand même assez rapidement. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, chaton? Et fait que voilà, les amis. Fait que moi, je serais curieux de savoir, petit sondage général, quel logiciel utilisez-vous et pour quelle raison utilisez-vous ce logiciel-là? Écrivez-moi ça dans la section commentaires. Mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. T'étais Étienne Tremblay pour La Machine est mixée.